Bonjour à tous, je suis le docteur Brasset, je suis neurologue à l'hôpital de Troyes et dans le cadre de la FMC, je vais vous parler de la confusion. Tout d'abord, quelques définitions. Donc la confusion, ça se définit comme une altération modérée de la vigilance, entraînant une désorganisation globale de la pensée et des fonctions cognitives. Cliniquement, on va retrouver chez les patients surtout des difficultés attentionnelles, avec des patients qui ont des troubles de la mémoire à court terme, donc qui ne retiennent pas du tout ce qu'on leur dit, un caractère décousu et incohérent du langage spontané, et des difficultés à maintenir leur attention sur les questions de l'examinateur. Donc plus on les stimule, on leur pose des questions, et plus ça les perd. Associé à ça, on a de manière très fréquente des troubles du comportement, avec une agitation, une perplexité anxieuse. Parfois, ça va jusqu'à l'agressivité. On peut avoir des hallucinations visuelles allant jusqu'à un délire onirique. Et souvent, ils ont une labilité de l'humeur. Ils varient entre euphorie et tristesse. Et le symptôme un petit peu cardinal, c'est vraiment la fluctuation des symptômes, avec des patients qui, d'heure en heure, vont fluctuer. Ils peuvent être très bien, et puis 2 heures après, complètement confus. Et au maximum, on va jusqu'à une inversion du cycle nictéméral, avec des patients qui sont surtout très agités le soir et la nuit, qui peuvent retourner les chambres. Voilà. Et puis la journée somnolent et un petit peu mieux. Je voulais insister sur les diagnostics différentiels de la confusion, parce que c'est très important, parce que la prise en charge ne sera pas les mêmes. Euh, il y a souvent une confusion entre la confusion et l'aphasie de Wernicke, parce que ça peut un petit peu se ressembler. L'aphasie de Wernicke, ce qu'on appelle aussi l'aphasie fluente, c'est vraiment un trouble du langage, avec des patients qui auront une compréhension très perturbée. Euh, le patient aphasique, il va vraiment avoir une compréhension perturbée du sens des mots, alors que le patient confus, il ne va pas comprendre le sens des phrases. Un patient confus, si on lui donne un ordre simple, fermer les yeux par exemple, il va réussir à le faire, c'est très court, c'est concis. Si on lui donne une consigne un peu plus longue, comme avec la main droite, touchez votre nez, puis votre front, là on va le perdre, et puis il ne va pas réussir à réaliser les ordres complexes, alors que le patient aphasique, il a vraiment la compréhension perturbée du sens des mots, ce qui fait qu'il ne comprend pas les ordres simples. Si on lui demande de fermer les yeux, il ne va pas y arriver, parce qu'il ne comprend pas. Associé à ça, souvent il y a des paraphasies sémantiques. Donc ils utilisent des mots pour d'autres mots, mais toujours dans le même registre. Par exemple, pour désigner un couteau, ils vont dire une fourchette. Et ces paraphasies, ça peut aller jusqu'au néologisme. Donc ça veut dire qu'ils inventent des mots inexistants, et ça réalise ce qu'on appelle une jargonaphasie, donc un discours avec des mots totalement inexistants. Alors que le patient confus, il va avoir un discours décousu, mais avec des mots qui existent, et il y aura quand même un minimum de sens, même si c'est complètement décousu. Les patients avec une aphasie de Wernicke, ils sont totalement pas conscients de leurs troubles, et surtout, il n'y a pas de trouble de vigilance, et les symptômes fluctuent beaucoup moins que dans la confusion. Le deuxième type d'aphasie, qui ressemble un petit peu moins à la confusion, mais parfois on peut le prendre quand même pour de la confusion, c'est l'aphasie de Broca, donc qui est une aphasie plutôt non fluente. Ça ne touche pas du tout la même aire du langage dans le cerveau, c'est 2 aires différentes. Et c'est là un trouble du langage qui est plutôt moteur, c'est sur la production du langage. Donc les patients vont avoir un manque du mot. Souvent ils disent qu'ils n'arrivent pas à sortir les mots, ils l'ont dans la tête, mais ils n'arrivent pas à le dire. Donc ils vont avoir un langage spontanément pauvre. Et parfois, quand c'est assez sévère, ils ont une dénomination des objets qui est perturbée. Donc on leur montre des objets, ils n'arrivent pas à dénommer l'objet. Et au maximum, on peut avoir jusqu'à un mutisme, donc le patient qui ne parle plus. Mais souvent, ça se traduit par des patients qui répondent juste par oui ou par non. Ils ne peuvent plus dire autre chose. Et ça peut aussi passer pour de la confusion, parce qu'on a l'impression que le patient est complètement ailleurs, alors que c'est une aphasie. Dans ce type d'aphasie, il y aura également des paraphasies, mais qui seront plutôt phonémiques, donc les syllabes sont toutes là, mais pas dans le bon ordre. Par exemple, dire lavabo, ils vont dire bavalo. Et dans ce type d'aphasie, les patients ont une compréhension préservée,
et une conscience des troubles, ce qui fait que souvent il y a une anxiété associée parce qu'ils s'énervent, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à parler, donc c'est assez anxiogène pour eux. Et quand on a des grosses atteintes étendues au niveau cérébral, on peut avoir une aphasie globale, donc une aphasie de Wernicke et de Broca avec les deux tableaux associés. Le deuxième diagnostic différentiel à bien connaître, c'est l'ictus amnésique. C'est un épisode assez brutal et transitoire qui dure entre 4 et 24 heures de troubles de la mémoire antérograde. C'est vraiment la mémoire qui s'arrête et toutes les informations qu'on va donner au patient, il ne va pas du tout les imprimer. Donc on peut lui donner une phrase, on revient 3 minutes après, il n'a pas du tout retenu la phrase et il a même oublié qui vous a vu. Donc c'est vraiment plutôt un trouble de la mémoire. Et ce qui est assez pathognomonique dans cette pathologie, c'est que les patients ont une espèce de perplexité sur leur état, avec des questions un petit peu répétitives. Ils demandent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe, et ils répètent les questions de manière fréquente. Mais par contre, ces patients-là, par rapport à la confusion, ils ont un comportement adapté. Ils ne vont pas faire n'importe quoi, ils ne vont pas se lever, arracher leur perfusion. Et ils sont plutôt orientés dans le temps et l'espace. Ils savent où ils sont, ils savent en quelle année on est. Ce qu'il faut leur expliquer, c'est que l'épisode qu'ils ont eu, ça ne reviendra jamais. Donc, si ils ont une amnésie pendant 6 heures, et ben, ces 6 heures-là, ils s'en souviendront jamais. Et il peut y avoir un petit débord rétrograde sur les heures d'avant. La physiopathologie de l'ictus amnésique, elle est inconnue et ça arrive de manière spontanée ou après un traumatisme, soit un traumatisme crânien ou un stress aigu, par exemple l'annonce d'un décès ou des choses comme ça. Et le dernier diagnostic différentiel, ça va être le trouble psychotique aigu. Donc là, c'est de la psychiatrie, c'est un patient qui aura des propos incohérents, mais avec des éléments vraiment psychiatriques au premier plan, des délires de persécution, des choses comme ça. Il n'y a pas de trouble de vigilance. Et les psychiatres demandent toujours un bilan somatique. On n'a aucune atteinte somatique associée, aucune atteinte neurologique associée. Concernant le bilan étiologique, ce qui est très important à savoir, c'est que la confusion, elle n'est pas uniquement neurologique et que chez les personnes âgées, les causes non neurologiques sont plus fréquentes que les causes neurologiques. Je vous ai remis un petit peu toutes les causes possibles, donc les causes toxiques, les drogues, l'alcool, les médicaments, surtout chez les patients âgés avec une insuffisance hépatique ou rénale qui du coup métabolisent moins bien, tout ce qui est psychotrope. Mais on peut avoir aussi les sevrages les sevrages brutaux en psychotrope, par exemple en benzodiazépine. Le patient qui a ça depuis des années, on lui arrête du jour au lendemain, ça peut rendre confus. Et il ne faut pas oublier les intoxications au monoxyde de carbone. On a toutes les causes métaboliques, les troubles hydroélectrolytiques, le diabète, les insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques, respiratoires, tout ça, quand ça décompense ou que c'est aigu, ça peut donner une confusion. Les causes infectieuses, toute infection peut donner une confusion, surtout si le patient a des troubles cognitifs sous-jacents. Ça, c'est à tous les coups, on a une confusion chez ces patients-là, ils sont toujours confus. Et il ne faut pas oublier tout ce qui est rétention aiguë d'urine, tous les troubles du transit, les fécalomes. En post-opératoire, avec tous les produits anesthésiants, il y a souvent des confusions en post-opératoire. L'hypothermie et l'hypoxie ou l'anoxie cérébrale. Et enfin, les causes neurologiques, donc il y en a diverses et variées, les causes vasculaires, infectieuses, tumorales, post-traumatiques, après une crise d'épilepsie. Et puis, il faut bien noter que les patients qui ont des pathologies neurologiques chroniques, les maladies de Parkinson, CEP, Alzheimer, on peut avoir des confusions dès qu'ils ont la moindre épine irritative, une déshydratation, une fièvre, une infection, ça les rend confus. Donc, aux urgences, le bilan à réaliser systématiquement, une anamnèse policière, comme dans toutes les pathologies neurologiques. Il faut vraiment bien interroger l'entourage, savoir quand ça a commencé, si c'était brutal, plus progressif. Il faut rechercher les signes neurologiques associés, comme un syndrome méningé ou un déficit neurologique focal qui nous feront plutôt nous orienter sur une cause neurologique. Et bien sûr, les signes extra-neurologiques associés, la prise des constantes, le bilan biologique standard, une bandelette urinaire, un ECG et une radiographie thoracique.
en fonction de ça, on pourra réaliser d'autres examens, un bladder scan ou un toucher rectal. Et si on a une fièvre, un déficit neurologique focal, un syndrome méningé, un traumatisme crânien, une prise d'anticoagulants, ou qu'on n'a pas de cause retrouvée au terme du bilan initial, là on pourra réaliser une imagerie cérébrale. Le mieux, c'est de réaliser une IRM d'emblée, mais ce n'est pas disponible 24 heures sur 24 dans tous les centres. Donc, si on n'a pas d'IRM, on réalise un scanner cérébral injecté. Ça ne sert à rien de ne pas injecter les scanners, donc c'est vraiment important de bien injecter les scanners parce que sinon on perd des informations. Et puis ensuite, si on a des signes neurologiques qui peuvent faire penser à une méningite ou une méningoencéphalite, il faudra réaliser une ponction lombaire. Après l'imagerie cérébrale, bien entendu, sauf si vous avez un syndrome méningé sans signe de focalisation neurologique, associé à un purpura fulminans. Là, il faut réaliser la ponction lombaire en urgence, après réalisation d'une injection d'antibiotiques. Le traitement de la confusion, il n'y a pas de traitement spécifique de la confusion. Le traitement, c'est celui de la cause sous-jacente. Je vous remercie pour votre attention.